Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, très content de vous retrouver pour ce deuxième numéro de notre émission La Parole aux aînés. J'espère que vous passez une excellente semaine des aînés. Tout de suite, les sujets du jour. À l'émission aujourd'hui, les proches aidants, voyez des entrevues avec la ministre Marguerite Blais et des organismes qui s'en occupent, ainsi que des témoignages inédits. Cette année, nous avons décidé de parler des aînés, bien entendu, mais aussi des proches aidants. Pour ce faire, il nous fallait absolument une entrevue avec la ministre des Aînés et des proches aidants. Nous nous sommes rendus à Québec et nous avons obtenu cette entrevue avec Marguerite Blais. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Alors, vous ne le croirez peut-être pas, mais quand nous avons décidé pour la deuxième saison de notre émission de parler des aînés et des proches aidants, les élections provinciales n'avaient pas encore eu lieu et le gouvernement n'était pas nommé. Vous comprenez donc notre enthousiasme quand vous avez été nommé justement ministre des aînés et des proches aidants et pourquoi nous avons véritablement souhaité avoir cette entrevue avec vous et nous sommes très honorés que vous ayez accepté de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi. Expliquez-nous justement pourquoi avoir choisi ou pourquoi le gouvernement Legault a choisi de lier ces deux thèmes. Vous savez, j'ai déjà fait de la politique par le passé, puis j'ai été la proche aidante de mon mari qui est décédé. Et j'ai écrit des livres pendant la période où je ne faisais plus de politique. J'en ai écrit 2. Et je faisais des conférences, entre autres sur les proches aidants. Et je me rendais compte que les gens dans la salle, durant mes conférences, buvaient en quelque sorte mes paroles, pas à cause de ce que je disais, mais parce qu'ils se reconnaissaient dans ce que je disais. Donc, les proches aidants ont quand même un dénominateur commun qui s'appelle la fatigue, le stress. Du jour au lendemain, on devient préposé, infirmier, on devient pharmacien. Vraiment, c'est une lourde responsabilité. Et je me suis mise à écrire un deuxième livre, De l'approche aidance à la bienveillance. Et dans ce livre-là, dans le dernier chapitre, après avoir fait 21 entrevues avec différentes personnes, je demandais aux partis politiques, parce que je sentais que les élections étaient pour arriver, de s'engager à faire une politique nationale des proches aidants. Et voilà que je suis sortie de ma cabane à Saint-Hippolyte et que M. Legault m'a demandé de me présenter. Et j'ai demandé à M. Legault, écoutez, je vais me présenter si vous acceptez de faire une politique nationale des proches aidants. Si vous acceptez aussi de développer des maisons de répit, comme les maisons de répit Chloé Sainte-Marie, qu'on appelle les maisons Gilles Carre. Je vais revenir si vous acceptez qu'on brise l'isolement social des aînés, etc., etc. Et M. Legault a dit oui à tout ça. Il s'est engagé à le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mon bâton pèlerin, de faire la campagne électorale. Et M. Legault a eu l'extrême délicatesse de me faire l'honneur de me nommer ministre responsable des aînés et des proches aidants. Alors, on va à votre nomination, beaucoup de membres de la Maison Le Réveil, qui est un organisme de loisirs pour les personnes de 50 ans et plus, se sont montrés satisfaits de votre choix. Comment abordez-vous ces lourdes tâches au quotidien? Je l'aborde sur le terrain. Je crois fondamentalement que les politiciens ont une responsabilité de rencontrer les gens, de parler avec les gens, à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent du gouvernement, quels sont les changements qu'on peut apporter, comment on peut les aider dans leur vie quotidienne. Et c'est ce que je fais. Depuis que j'ai été élue et nommée ministre, je suis allée visiter plusieurs CHSLD, j'ai fait des visites surprises, je visite aussi des résidences privées pour aînés. Par le passé, je connaissais énormément les organismes communautaires, comme votre organisme qui brise l'isolement social des aînés, et vous savez que c'est fondamental. Absolument. Si les organismes comme le vôtre n'existaient pas, je ne sais pas ce qui se passerait. On vit au Québec et vous le savez, l'hiver, c'est très, très long. Et il y a beaucoup de personnes qui vieillissent, qui sont enfermées dans leur maison. Et ce n'est pas une façon de vivre, ça, vivre seul, enfermé. Il faut sortir parce que sinon, là, le taux de mortalité, de morbidité augmente aussi. Et quand on est capable de fraterniser, échanger, avoir des loisirs, quand on fait du bénévolat aussi, ça nous permet de continuer à exister et de se sentir utile, de développer aussi des rêves. Les rêves, ça fait partie de la vie. Et on reste jeune tant et aussi longtemps qu'on a des rêves dans la vie.
Ça me rappelle l'acteur connu du Québec, Michel Dumont, qui faisait une conférence l'année passée, justement pendant la Semaine des aînés. Oui, j'ai vu ça dans votre revue d'ailleurs. Exactement, oui. et qui disait que vieillir, c'est avancer en âge et que lui se préoccupait d'avancer avant tout. Ma prochaine question, Madame la Ministre, c'est de savoir quels sont les axes principaux de votre mandat et que peut-on attendre rapidement, en tout cas pour les aînés, les proches aidants, à court ou moyen terme? Mais actuellement, il y a une politique nationale en élaboration. On a fait une première rencontre avec des organismes nationaux le 11 décembre 2018. Là, on est en pleine écriture et au mois à l'automne prochain, oui. on va quand même contacter les personnes qui étaient présentes pour les consulter, à savoir est-ce que la politique qu'on est en train d'écrire correspond à vos attentes. À vos attentes, oui. Et par la suite, évidemment, on va déposer la politique à la fin de l'année 2019 et le plan d'action pour le printemps 2020. Ça, c'est l'une des choses. Il y a aussi toutes les maisons des aînés qu'on veut construire. C'est un changement de paradigme total. C'est de faire des milieux de vie jusqu'à la fin, non plus des milieux de fin de vie. Oui. C'est de changer le modèle très hospitalo-centrique pour que ce soit de véritables petites maisons avec des pavillons. Oui. Et aussi, vous savez, c'est triste, hein? Il y a beaucoup de personnes plus jeunes qui vivent dans des... Il y a 9 à 10 de personnes de 65 ans et moins qui se retrouvent dans les CHSLD et qui sont avec des personnes en perte cognitive. Alors, on va faire en sorte qu'il y ait des pavillons pour ces personnes-là pour qu'elles ne soient pas obligées de résider avec des personnes plus âgées et pas séparer les couples s'ils ont le goût de vivre ensemble. Exactement. Alors, vous parliez tantôt des organismes communautaires qui travaillent tous les jours pour apporter du répit aux personnes aînées, mais la question de budget et la question de ressources est pertinente, elle est présente, elle est permanente. Et la Maison Le Réveil, en l'occurrence, avait lancé une campagne avec un flash mob. Vous demanderez au ministre Carman, on a fait danser du monde au métro de Longueuil. Est-ce que le ministre a dansé? Il a dansé. Ah, il doit être bon. Hein? J'ai encore les vidéos. On a encore les vidéos du ministre Carman. Justement, cette campagne qui s'appelait « Engagez-vous pour nos aînés » devait nous permettre d'aller chercher des ressources. Ressources en termes de moyens, mais aussi en termes de bénévoles. Est-ce que vous avez réussi? Nous sommes en train de ratisser encore, déjà dans notre territoire à Longueuil, et ça commence à être intéressant. Mais on aimerait savoir, comment pensez-vous qu'on peut régler l'épineuse question de budget, de moyens pour les organismes communautaires? C'est toujours la grande question. Les organismes communautaires travaillent avec très, très peu d'argent. Oui. Je sais que dans le budget de M. Éric Girard, c'est le premier budget d'un gouvernement de la CAQ, il y a eu une augmentation pour le financement des organismes communautaires. Mais les organismes communautaires travaillent avec beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, avec très peu de ressources, très peu de moyens. Les députés, bien souvent, ont ce qu'on appelle le soutien à l'action bénévole. Ce sont des petites enveloppes d'argent qui soutiennent les organismes de leur circonscription. Il y a ça. Il y a aussi des ministres qui ont des discrétionnaires, comme la ministre des Aînés. Elle a un discrétionnaire pour soutenir un petit peu des organismes communautaires. Alors, qui ont un lien avec la mission, par exemple, du ministre. C'est la même chose pour tous les ministres. Et puis, c'est de demander aussi du financement par le biais, entre autres, vous avez jusqu'au 19 juin, Québec Amis des aînés, qui est un programme du secrétariat des aînés, où vous pouvez faire une demande de financement pour un programme en particulier et déposer cette demande-là. On va rester à l'écoute. En tout cas, c'était important pour nous de vous entendre sur ces questions qui vous touchent et qui nous touchent également. Et c'est la Semaine des aînés à Longueuil. Est-ce que vous avez un message pour nos aînés de Longueuil? Chers aînés, c'est comme ça que je vais commencer. Vous êtes des perles extraordinaires et je répète souvent ce mantra. Je dis que pour faire un collier de perles, ça prend plusieurs perles. Alors, si on prenait chaque personne aînée et qu'on l'enfilait sur un cordon pour faire un collier de perles, nous serions très riches. Je considère que notre société n'est pas assez inclusive
au niveau de ces aînés, et en particulier de ces aînés vulnérables, parce qu'on sait que les personnes aînées en forme, en santé, font énormément de bénévolat. Ce n'est pas rare de rencontrer une personne âgée de 85, 87 ans dire « ben moi, je m'en vais m'occuper de mes aînés, là. Tu sais, je m'en vais faire du bénévolat auprès de mes aînés. » Ce sont souvent des aînés aussi qui s'occupent de ce qu'on appelle les popotes roulantes. Oui. Et vous faites un travail formidable en aidant les autres. Et puis, la seule façon de vieillir, c'est de vivre. Oui. Hein? C'est la seule façon. Je dis à la caméra de tomber en amour avec les rides. Les rides, à l'instar des sillons d'une carte géographique, racontent l'histoire de vie des hommes et des femmes. Donc, vieillir, c'est beau. C'est l'expression de ce que nous avons vécu, c'est l'expression de notre vie, c'est une bibliothèque vivante. Et souvent, en Afrique, on dit, une personne aînée qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'envole, qui brûle. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Je vous porte dans mon cœur. Et si je suis revenue en politique, c'est justement parce qu'il reste tant de travail à faire pour améliorer les conditions de vie des aînés et surtout améliorer les conditions de vie des proches aidants, qui sont souvent des personnes âgées. Les proches aidants ou aidants naturels, ces personnes qui décident de consacrer leur vie à accompagner soit un conjoint, soit un parent qui, à cause de l'âge, est en perte de mobilité ou est dans une situation beaucoup plus vulnérable. Ces personnes nous ont donné des témoignages très édifiants. Suivez. Le Centre de soutien entre aidants va avoir bientôt 29 ans. C'est un organisme communautaire. C'est un organisme qui est né, dans le fond, par la volonté de la communauté en 1990. Une première, je dirais, besoin, c'était de rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même chose. Oui. Parce que souvent, on se sent très isolé. Fait qu'une des premières choses, c'était est-ce qu'on pourrait avoir un lieu de rencontre où est-ce que je vais voir d'autres personnes, puis je vais pouvoir poser des questions. Ensemble, ils peuvent partager leurs préoccupations. Et c'est ça, il y a comme l'isolement s'en va tranquillement. Ils créent des liens aussi. Ils vont s'échanger des numéros de téléphone. Il y en a un qui, son papa aussi, à peu près la même âge, a la maladie d'Alzheimer. Au niveau de l'évolution de la maladie, ils ne sont peut-être pas rendus au même stade, mais je vais prendre son numéro, je vais pouvoir l'appeler, peut-être qu'il va pouvoir nous donner des petits contacts, puis ça crée des liens d'amitié. Le rôle de prendre soin d'un malade, une personne âgée, n'est pas très valorisé dans notre société. On sait souvent, les aînés vont être placés dans les CHSLD ou dans les résidences privées. Les familles vont très peu les voir. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Après ça, il y a tout le soutien psychologique. Oui. On a une équipe d'intervenants, on a 5 intervenants qui parlent encore là français et anglais. Donc, s'il y a des périodes plus difficiles, nous ici, ils téléphonent, ils peuvent venir ici, on a un petit local particulier pour faire du psychosocial, des rencontres individuelles. Les intervenants peuvent aller aussi à la maison. Les premières années de l'organisme, je dirais un frein qu'on avait au téléphone. La dame voulait venir, puis mon mari, je ne peux pas le laisser tout seul. Je sais qu'il va quitter la maison. Il l'a déjà fait. J'ai dû appeler la police pour aller le chercher. Fait que nous, on a un projet qu'on a fait avec l'entreprise d'économie sociale Amélis, qui ont des accompagnateurs formés. Donc, on envoie une personne formée à la maison qui va rester avec le malade pendant que l'aidante vient ici. On sait que souvent, les dames âgées ne conduisent pas beaucoup. C'est souvent le monsieur qui conduisait. Bien, on a un bénévole qui peut aller chercher cette dame-là chez elle, qui l'emmène ici, puis qui la ramène à la maison. Fait qu'on a vraiment essayé de tout enlever les obstacles possibles pour que l'aidante n'ait pas de raison de nous refuser, puis de nous dire « je vais prendre votre aide ». Parce que malheureusement, l'épuisement est vraiment quelque chose là, qui guette à 60%, je dirais, les gens qui prennent soin d'un proche. On rentre dans cette responsabilité-là sans mesurer l'impact sur la santé de la personne. Oui. Au début, quand ils arrivent, on a une collation, les gens jasent entre eux, tout ça de façon informelle. Et puis après, ben, on aborde le thème du mois. Et là, il y a un peu de théorie qui est présentée, des informations pour les mettre dans le bain un petit peu du sujet. Pour les situer aussi, pour qu'ils identifient
de quoi vous voulez leur parler. Hein, exactement, comme pour mettre un peu la table, pour être tous d'accord sur la définition des mots et tout ça. Et après, il y a un partage. On finit toujours par un partage, une question ou plusieurs questions par rapport au thème du mois. Comme ce mois-ci, c'était sur la manipulation. On a déjà parlé aussi de la culpabilité, du lâcher-prise. Alors, dans le fond, nous, on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut, de réajuster aussi des fois certains dires pour pas que ça soit une généralité, tout ça. Puis avec la théorie, là, dans le fond, là, on leur donne toujours un recueil, souvent à la fin de chaque rencontre, pour qu'ils puissent approfondir le sujet. Mais avec cette préparation-là qu'on a fait, bien, ça peut nous aider à réajuster des fois des propos ou des choses comme ça, là. J'ai commencé il y a vraiment 3 ans à avoir maman à la maison avec moi. Auparavant, par contre, je m'en occupais beaucoup. J'étais beaucoup avec elle. Mais c'est ça, là, comme sa santé n'était pas très bonne, qu'elle avait des difficultés, elle avait des problèmes de mobilité. Alors, bien, on prend la décision. Vous savez, je pense que nos parents mes parents ont été fantastiques. Mon père, maman ont été des parents merveilleux. Maman s'est occupée de mon père qui a eu l'Alzheimer jusqu'à la mort. Papa est décédé à la maison. Alors, ça a été... et ça a été un enseignement aussi, de voir comment, à quel point elle a pu prendre soin de lui. Alors, je pense que quand la décision est venue, ça a été ça. Elle a donné beaucoup, elle nous a donné beaucoup comme enfants, et à mon père. Et là, je me suis dit, bien, je vais retourner ça. Je vais lui donner de l'amour, de l'attention. Elle aussi, on a décidé que maman était pour demeurer à la maison jusqu'à la fin. Je vais la garder tout le temps. Alors, c'est vraiment un engagement, mais à la fois, oui, c'est peut-être un gros engagement. Il y a des gens qui disent, ah, tu te donnes beaucoup, mais aussi, je pense que j'en retire beaucoup aussi. Maman est fantastique, elle est vraiment agréable. Alors, c'est bien, on est bien ensemble, on rit beaucoup, on a de la visite, on écoute des films, on joue, on fait des jeux ensemble, on fait un petit peu d'artisanat ensemble, on fait des petits bijoux ensemble, on essaye de faire des petites choses. C'est sûr que maman, à son âge, ne peut pas faire beaucoup de choses. Là, c'est pour elle, ce qui est difficile, c'était une femme qui était très active. Alors, ce qui est difficile, c'est d'être immobile à la maison. Alors, parce qu'elle ne peut même plus marcher sans assistance, là. Alors, et même présentement, elle a de la difficulté à marcher. Alors, c'est difficile pour elle. C'est difficile de vieillir et de réaliser qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais je pense que quand c'est un membre de la famille qui nous aide, bien, ça va bien. Ah ouais, j'apprécie 100% parce que ma fille est très douce. Puis elle était compréhensible. Si je demande 2 fois de suite quelque chose, elle ne dira jamais, bien, je vous y réponds tout à l'heure. Bien, non, elle est toujours présente. Ça aide beaucoup quelqu'un qui est malade. Donc, puis moi, vous savez, je ne peux pas marcher du tout. Hein? Donc, je ne peux rien faire. Donc, elle est toujours à mes côtés, puis on s'arrange très bien. Puis on regarde la télévision, on veille tard, puis le lendemain, bien, si ça nous tente, on fait des bijoux. Mais ce qui me manque, c'est que moi, j'étais très active. J'allais jouer aux cartes à différentes places, je rencontrais les gens. Là, je ne peux plus faire ça. Parce que je ne peux pas marcher du tout, là, moi. Moi puis Nicole, on s'arrange très bien. Mais c'est toujours Nicole et Thérèse, là. Je veux dire, donc, quand je rencontre les gens, ça fait tellement bien de parler de d'autres choses que de nous deux. C'est Action Service aux proches aidants de Longueuil. À partir du moment où votre aidé, appelez-le, on l'appelle un peu comme ça, l'aidé du proche aidant, se retrouve dans le milieu de la santé, soit par hospitalisation pour autres,
À partir de ce moment-là, on sait que l'aidé va être pris en charge par le système de santé. Oui. Mais on oublie le proche aidant. Et souvent, le proche aidant, on va lui attribuer une responsabilité. Et alors, nous, on accumule et on reçoit les expertises de tout le monde. On s'en sert. On travaille avec, on a une intervenante qui est à l'écoute, qui, elle, reçoit. On tente, par nos services, de les impliquer. On essaie de leur donner des bons moments parce que ces gens-là sont pris 24 heures sur 24. Absolument. Alors, souvent, on tente de leur donner du répit par notre service de répit. Souvent, dans les cafés Jazette, où il y a des sujets, café échange, où il y a des sujets qui touchent les proches aidants, comme le deuil, comme la culpabilité, on développe beaucoup de ce qu'on entend et de ce qui nous est rapporté. Alors, à ce moment-là, nous, on se dit, ah, bon, là, il y a une préoccupation, il n'y a pas de service, ou on va aller voir ce qu'on peut faire. Et à l'automne, on donnera, ou un peu plus tard, on va essayer de se trouver un conférencier qui va venir nous parler de ce sujet. Le proche aidant, le rôle, la responsabilité, la culpabilité, ça ne s'arrête pas au moment où la personne décède ou elle quitte ou est placée ou est hospitalisée. On en a pour un bon bout à voir l'expression anglaise, le rebound de cette situation-là. Et ça peut prendre des années avant qu'on retrouve notre équilibre. Il y a un beau lien de famille qui se crée à travers les proches aidants qu'on reçoit ici dans nos membres. C'est très familial. Il y a souvent, ils vont venir, ils vont voir des ex-proches aidants, donc ceux qui sont avec nous depuis vraiment longtemps. L'organisme existe depuis 23 ans environ, donc il y a des gens que ça fait longtemps qui sont ici. Et souvent, ils vont aider à accueillir les nouveaux proches aidants qui viennent nous voir, puis ils vont vraiment créer un bon lien avec eux. Ils vont leur montrer qu'est-ce que l'organisme peut faire pour eux, quelles activités peuvent être intéressantes pour eux, puis ils vont même des fois mieux l'expliquer que nous, parce qu'ils vont l'avoir vécu, donc d'une vision que le proche aidant qui s'en vient va avoir lui aussi à son tour. Merci. Avec ce calendrier-là, vous voyez vraiment toutes les activités qu'on offre. Donc, dès que la personne vient ici, si elle veut recevoir le calendrier pour être capable là, de faire son agenda de faire son agenda à l'avance, parce qu'un proche aidant a besoin d'avoir un bon agenda. Donc, peut voir les conférences, quelles conférences qu'on va avoir dans le mois, peut s'inscrire d'avance. On a les dîners retrouvailles aussi, où est-ce que tous les proches aidants qui sont membres sont invités à ce dîner-là et c'est libre. On a des discussions entre hommes aussi, parce que les hommes proches aidants sont plus difficiles à les rejoindre. Pourquoi? Les hommes ont plus de difficultés à accepter souvent leur rôle, à accepter le fait qu'ils prennent soin de quelqu'un d'autre et accepter l'aide de quelqu'un d'autre. Oui, qu'on prenne soin d'eux en retour. C'est ça, qu'on prenne soin d'eux en retour. Ça, on remarque ça que c'est plus difficile chez les hommes et c'est pourquoi que le groupe de discussion entre hommes a été créé ici chez Action Service et maintenant on est rendu à 5-6 hommes qui viennent une fois par mois et qui échangent et l'approche avec eux sont beaucoup plus est différente de celle que je peux avoir avec les femmes quand j'interviens. C'est le bulletin d'Action Service. Donc à l'intérieur, on parle de nouvelles, on parle de pensées, des fois c'est des saviez-vous que. Donc, pour faire rire. Vous l'écrivez ici Oui, donc on a des chroniques. Il y a la chronique que moi, je peux avoir fait. Il y a des nouvelles aussi, qu'est-ce qui se passe auprès des proches aidants. On a les anniversaires aussi pour souligner nos membres. Donc, on a quelqu'un justement ici aux communications qui s'occupe de vraiment tout mettre ça en ordre, prendre tous les articles qu'on peut avoir trouvés, des bons coups qui peuvent avoir été faits auprès aussi de la politique. Donc, tout mis ça dans ça, on présente ça aux proches aidants, puis ça les informe bien de nos services qu'on peut offrir, puis de qu'est-ce qu'on peut leur apporter. J'avais vu un reportage justement à la télé communautaire sur un autre organisme, mais je n'étais pas dans le territoire couvert. J'ai fouillé sur Internet, puis j'ai trouvé l'organisme ici, et j'ai appelé. Et j'avais vu leur calendrier d'activité à ce moment-là. C'était à l'automne 2014. J'étais proche aidante de mon père qui souffrait de dystrophie musculaire. Et vraiment à temps très complet, puisqu'il était gavé et ma mère et moi, on le gardait à la maison. Oui. De se retrouver, moi j'ai souvent dit, je me sentais dans un univers parallèle. Parce que le rythme, j'ai eu l'impression de vivre un marathon à la vitesse d'un sprint. Ce qui ne se fait pas dans la vie. Non. Donc c'est très, très épuisant. Et d'être comprise, c'était très important pour moi parce que les autres ne peuvent pas comprendre s'ils ne vivent pas ou s'ils ne l'ont pas déjà vécu. C'est pas quelque chose qui se transmet juste en écoutant quelqu'un en parler.
Les gens ne sont pas toujours assez sensibilisés. Puis moi-même, je ne l'aurais pas été avant. J'ai eu des gens qui m'en parlaient, puis je ne comprenais pas avant. Il y avait tellement de décisions à prendre, parce que c'est une maladie dégénérative. Donc, c'est une adaptation constante. Je me rappelle, l'ergothérapeute du CLSC, c'est ce qu'elle disait, là, vous êtes toujours en adaptation. Puis je veux dire, à quelque part, t'avances, mais tu sais que l'issue ne sera pas positive. Je veux dire, puis tu ne veux pas le voir. T'en peux plus, puis tu peux pas avancer en même temps parce que tu veux pas perdre la personne. Mais à quelque part, dans l'expression proche aidant, il y a proche avant tout, avant d'être aidant. Oui. Même si tu n'es pas aidant, juste d'être touché par la maladie d'un proche, c'est déjà une épreuve, une expérience bouleversante. En plus, quand tu es impliqué dans ces soins de survie, bon, tout ça, c'est très, très intense. Quand des situations comme ça arrivent pour certaines personnes, il y en a qui décident de partir ou de porter le fardeau dans un centre médicalisé où il y a des gens qui s'en occupent. Mais quels sont les éléments de la décision de dire, moi, je vais tout arrêter de ma vie. Je vais arrêter de m'investir pour moi en priorité et je vais m'occuper de cette personne-là qui m'est proche, un parent ou pour d'autres personnes, un conjoint. Mais j'arrête tout et je m'occupe de ça. Ça se passe comment, cette décision? Premièrement, c'est graduel. Deuxièmement, c'est un choix, mais c'est beaucoup dicté par l'amour. C'est beaucoup dicté par... C'est un engrenage. J'ai déjà dit, à un moment donné, tu as le doigt dans l'engrenage, tu as la main, jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, puis à un moment donné, tu es au complet dans l'engrenage. Fait que tu vois pas toujours et tu sais pas ce qui t'attend. Fait que c'est sournois, puis j'ai le goût de dire, tu te sens coupable. Irresponsable. Irresponsable. Et les soins, il y a du très bon dans le système de santé. Et il y a autre chose aussi qui n'a pas facilité la tâche. Le fait d'être invisible comme proche aidante n'était pas toujours reconnu. Il y a de l'aide. Il y a des gens qui sont prêts à vous écouter, à vous offrir du répit, à vous offrir des bons moments. C'est important. C'est important, malgré la culpabilité, de tout faire pour prendre soin de vous, malgré tout, parce que c'est à ce moment-là que vous allez offrir le meilleur aux gens, le meilleur de vous, aux gens que vous aimez. Voici un document que j'ai trouvé très riche en termes d'informations, qui est intitulé « Vieillir à la bonne place ». C'est écrit par Lita Béliard et Louise Savard. Le choix d'un milieu d'hébergement, les étapes et les enjeux. Un court extrait que je vais vous lire. Où se trouvent les personnes âgées en grande perte d'autonomie nécessitant un suivi médical? La réponse en CHSLD. En fait, une personne âgée est un adulte d'âge avancé. Et chaque personne est hébergée dans le milieu qui répond le mieux à ses besoins selon l'étape de sa vie et son état de santé. Depuis quelques années, les statistiques nous révèlent, à quelques nuances près, que 96% des personnes âgées demeurent dans leur domicile et que seulement 4% d'entre elles ont besoin d'hébergement. Le premier élément à comprendre par rapport à la structure d'hébergement public au Québec, c'est que l'accessibilité ne dépend ni de l'âge, ni de la perte d'autonomie, ni de la condition sociale. Vous pouvez avoir 98 ans et ne pas répondre aux critères d'hébergement ou, à l'inverse, avoir 48 ans et y être admissible. Il existe des endroits pouvant héberger des personnes en perte d'autonomie en toute sécurité et on en trouve tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les résidences pour personnes âgées autonomes, les résidences pour personnes âgées semi-autonomes, les résidences de type familial, les ressources intermédiaires. Les centres d'hébergement et de soins de longue durée, plus connus sous le vocable CHSLD. Monsieur Lebrun, propriétaire de sa maison, veuf depuis 1 an, vivant seul, commence à avoir des problèmes physiques, un peu de douleur partout. Il est dépressif, la solitude lui pèse. C'est un bon candidat pour une résidence pour personnes âgées autonomes, RPA. Dans son cas, la meilleure médication pourrait être de se trouver une compagne de sa génération. Il n'est pas en perte d'autonomie, mais en manque d'affection. Engagez-vous pour nos aînés, aimons nos aînés. Bonsoir.